L'invité de Paris Direct aujourd'hui, c'est vous, Clarence Rodriguez, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes journaliste, ancienne correspondante en Arabie Saoudite. Vous connaissez extrêmement bien ce pays. Vous avez été l'une des rares journalistes occidentales à y avoir vécu pendant une dizaine d'années. Vous avez écrit en 2017 Arabie Saoudite 3.0, parole de la jeunesse saoudienne aux éditions Patrick Bonnier. Vous avez réalisé plusieurs documentaires récemment. Clarence Rodriguez, ça fait un peu plus de 2 mois maintenant que le journaliste saoudien Jamal Khashoggi a été assassiné au consulat saoudien d'Istanbul en Turquie. A-t-on 2 mois plus tard toutes les cartes du puzzle ? On ne les a pas tout à fait, parce qu'on ne sait pas, il y a un jeu, vous savez, entre la Turquie qui distille des informations donc, dès les premiers jours, donc après l'assassinat de Jamal Khashoggi, l'Arabie Saoudite qui a mis du temps, qui a tergiversé avant de reconnaître que Jamal Khashoggi, donc ce journaliste saoudien, a été assassiné, dont le corps a été découpé, enfin bref, qui a vécu un calvaire, je veux dire, et tout cela, si vous voulez, ce sont des preuves apportées donc, par la Turquie. La Turquie qui joue un jeu, forcément, face au grand ennemi qui est l'Arabie Saoudite, puisqu'il faut quand même savoir que Ankara et Riyad se disputent le leadership du sunnisme dans la région. Alors, est-ce qu'on saura un jour, véritablement, la vérité? Alors, ce que l'on peut savoir, c'est que, vous savez, dernièrement, enfin, pas plus tard qu'hier d'ailleurs, la directrice des renseignements américains, de la CIA, a présenté à huis clos, devant les parlementaires américains, des preuves. Les dernières preuves qui ont été d'ailleurs aussi, ça fait fuiter le week-end dernier dans le Wall Street Journal, à savoir qu'il y a eu des échanges avant et après l'assassinat de Jamal Khashoggi entre Mohammed bin Salman, donc le prince héritier, et également donc, Saoud al-Qahtani, qui est un de ses plus proches conseillers et qui était le superviseur donc, de ce commando de 15 Saoudiens. Le faisceau de présomption se resserre donc peu à peu autour de Mohammed bin Salman, qui aurait pu être le commanditaire de l'assassinat. Il est fortement soupçonné, mais vous savez, il est quand même, bien que il y a des fortes présomptions et de soupçons, etc., il est quand même soutenu par Donald Trump. Pourquoi, à ce point, le président américain va à l'encontre de ce que disent ses propres services de renseignement ? C'est vrai que ça peut être effectivement dérangeant, parce que, en fait, c'est un intérêt économique. Il y a des intérêts financiers entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis. Vous savez, dernièrement, Donald Trump a dit les États-Unis d'abord. Ça veut tout dire. Donc, j'ai presque envie de dire qu'il donne une carte d'impunité. Mais vous savez, il y a une telle pression depuis quelques semaines des pays occidentaux qu'à un moment donné, Donald Trump, il ne pourra pas non plus tenir ad vitam aeternam. Parce que là, il y a vraiment, si vous voulez, des preuves apportées par la CIA. Alors, il y a 15 jours, Donald Trump, le président américain, a quand même démenti quasiment les preuves qu'apportait la CIA. S'il s'avère que Riyad est bien derrière cet assassinat, à quel moment on peut penser que les services secrets saoudiens pensaient que ça allait passer en toute discrétion, que Khashoggi allait disparaître et qu'on n'allait jamais en parler? Ça fait presque amateur. Mais exactement, ça fait un peu pied nickelé, vous voyez, parce qu'en fait, les services renseignements de Turquie avaient, en fait, apparemment, si vous voulez, encore une fois, il faut mettre entre guillemets, été au courant de tout cela, si vous voulez. Et donc, c'est la raison pour laquelle ils ont quand même laissé les micros ouverts. Il n'y avait plus la vidéo, parce que les renseignements aussi saoudiens avaient coupé donc, les vidéos. Donc forcément, comment les Turcs ont été au courant? C'est parce qu'ils avaient laissé donc, les micros allumés, ouverts, et effectivement, tout le monde était un petit peu au courant. On a l'impression, si vous voulez, que c'est un jeu de dupes, quoi. Tout le monde est pris en otage, tous les pays. Nous aussi, observateurs ou journalistes. Et donc, je pense qu'il faut être quand même très vigilant, très circonspect concernant les implications des uns et des autres. Tout ce qui vient donc de la Turquie, des États-Unis, également de l'Arabie Saoudite. Donc, je pense qu'il faut raison garder. Qu'est-ce que cette affaire Khashoggi peut coûter à l'Arabie Saoudite et plus particulièrement à ce jeune prince Mohammed bin Salman? Vous savez, l'image de l'Arabie Saoudite est considérablement ternie, alors qu'il y avait des velléités pour le jeune prince Mohammed bin Salman de faire de ce pays un pays, entre guillemets, pareil, ouvert. Pour quelle raison? Parce que
Depuis 2016, Mohammed bin Salman, le prince héritier, a lancé ce plan Vision 2030 qui tend à diversifier l'économie de ce pays. Et pour cause, puisqu'il y a un problème avec la chute du prix du baril de pétrole. À le libérer du pétrole. Absolument, parce qu'il y avait une dépendance très importante à la manne pétrolière. Donc, il fallait mettre tout le monde au travail, les jeunes, les moins jeunes, les femmes également. C'est la raison pour laquelle il a pris la décision aussi de permettre aux femmes de conduire. Mais encore une fois, les femmes conduisent depuis le 24 juin dernier. Mais n'oublions pas que c'est à des fins économiques. Et puis, j'en profite également pour dire que les militantes, les pionnières, les femmes qui ont voulu, si vous voulez absolument, que les femmes conduisent en Arabie Saoudite, sont aujourd'hui, si vous voulez, en prison. Ça fait plus de 6 mois. Et ce sont elles les véritables artisans, et non pas le prince Mohammed bin Salman. On y reviendra dans un instant, mais ce n'est pas le premier geste retentissant de Ben Salman sur la scène internationale. Il y a eu la mise au banc du Qatar, l'affaire Rafik Hariri, un Premier ministre libanais quasiment pris en otage. Qu'est-ce qu'il cherche à prouver ? En fait, il a quand même commis pas mal d'erreurs. Mais on a l'impression que ça passe. Ça passe pour le moment, mais vous regardez en ce moment, aujourd'hui, au moment où nous parlons, il est fragilisé. Regardez déjà la main tendue du roi Salman, c'est pas Mohammed bin Salman, la main tendue au Qatar, à l'émir Tamim, pour qu'il vienne à la fin de la semaine. C'est un désaveu de ce qu'a fait son fils. Écoutez, il ne peut pas comme ça désavouer, ça ne se fait pas comme ça en Arabie Saoudite. Je veux dire, il y a un profond respect, si vous voulez. Effectivement, ce serait un aveu, si vous voulez, donc de sa participation à l'assassinat de Jamal Khashoggi. Donc, tout ceci se fait d'une façon un peu feutrée. Mais encore une fois, par rapport à Mohammed bin Salman, il est fragilisé aujourd'hui. Il est fragilisé. Et donc, et puis il y en a certains, si vous voulez, je vais vous dire, vous avez des princes qui ont été arrêté. Il a fait le ménage, Mohammed bin Salman. On se rappelle de cette affaire assez rocambolesque, de ces VIP, de cette élite économique enfermée dans le Ritz-Carlton de Riyad. Il a fait le ménage également dans sa famille. Dans sa famille, et ça a commencé, vous savez, dès le mois de juin 2017, lorsque, ma foi, il a été intronisé par son père, prince héritier, à la place de Mohammed bin Nayef, qui est un homme très puissant et qui était reconnu par les Américains, qui était le prince héritier en titre. Il y a eu la purge de septembre 2017, la purge d'intellectuels et de religieux. Et puis il y a eu, vous le dites, la purge donc, de ces hommes d'affaires et de ces princes. Il y en a eu plus de 300 au Ritz-Carlton. Mais vous savez, il y a un esprit de vengeance en ce moment. Et justement, ces princes, en ce moment, la plupart ne peuvent plus sortir, si vous voulez, du territoire. Et ils portent un bracelet électronique. Donc, vous voyez, il y a une ambiance délétère. Mais vous savez, en Arabie Saoudite, les choses se font toujours, si vous voulez, en catimini, jamais sur la place publique. Alors, précisément, les Saoudiens, quel est leur degré d'information de ce qui se passe à la fois au cœur du pouvoir dans leur pays et de ces affaires qui impliquent l'Arabie Saoudite, l'affaire Khashoggi, la guerre... Vous voulez parler de la population saoudienne. Vous savez, la population saoudienne est informée par la presse locale, mais de plus en plus, et grâce aux réseaux sociaux, cette population est également informée par tout ce qui se passe et tout ce qui est dit également à l'international. Alors vous avez ceux qui peuvent tirer le bon grain de livret, mais vous avez également des Saoudiens, n'oublions pas que c'est une majorité de conservateurs et qui vouent une admiration au prince héritier Mohammed bin Salman, mais également au roi Salman. Donc il n'est pas question de toucher, si vous voulez, ces deux entités qui sont importantes. Donc tout ce qui effectivement pourrait dégrader l'image est repoussé par les Saoudiens, mais en plus, on leur dit... c'est la main de l'Iran, parce que l'Iran est quand même l'ennemi numéro 1 donc, de... Et puis c'est à chaque fois l'argument utilisé par le clan Salman pour expliquer la prise en otage d'Hariri, la guerre au Yémen, c'est toujours l'Iran. Tout est un petit peu, si vous voulez, brouillé, quoi. Donc ils n'ont pas, si vous voulez, une information précise. Mais attention, il ne faut pas les prendre non plus pour des imbéciles. Hein. Beaucoup d'entre eux sont vraiment surinformés comme on peut l'être. Donc, mais on ne peut pas bouger une oreille. Vous savez, vous avez des princes en ce moment qui se liguent, si vous voulez, parce qu'ils se disent Mohammed bin Salman n'a aucune légitimité à nous représenter. L'image de l'Arabie Saoudite est catastrophique à l'international et ça pose un réel problème. Mais tant que le roi le roi Salman est vivant, ils ne bougeront pas. On peut s'attendre peut-être, si vous voulez, à une implosion
plus tard. À une guerre de succession, à la disparition du roi Salman. Mais oui, parce qu'en plus déjà, la succession, si vous voulez, ça a été bafoué. On a sauté, si vous voulez. Avant, c'était la succession adelphique, c'est-à-dire c'était de frère en frère. Or là, ils ont sauté une génération. C'est le dernier fils, Mohammed Ben Salman. C'est son fils, on dit, son fils préféré. Et voilà, c'est son fils préféré. Donc tout cela, si vous voulez, eh bien, il y a une espèce de colère rentrée pour la population saoudienne, qui ne peut pas toujours, si vous voulez, comme en France, comme on le voit, si vous voulez, manifester dans la rue, parce que les manifestations sont proscrites. Et puis voilà, vous le disiez tout à l'heure, vous évoquiez le cas de ces femmes qui ont été arrêtées il y a plusieurs mois, qui étaient celles qui, on pourrait dire féministes, mais qui revendiquaient notamment le droit de conduire ou de pouvoir aller au cinéma. Les voix discordantes en Arabie Saoudite sont incarcérées et torturées selon un récent rapport de Je vais vous dire, très honnêtement, j'ai beaucoup de peine. Parce que ce sont des femmes que je connais. Il y en a 2 d'entre elles qui étaient les héroïnes de mon premier livre, Révolution sous le voile. Elles n'ont rien de terroriste. Elles ont été incarcérées sur quel motif ? Soi-disant, menace à la sécurité, si vous voulez, de l'Arabie Saoudite. Et je voudrais dire une chose. Aujourd'hui, si c'est effectivement m'adresser au prince héritier, Mohammed bin Salman, s'il a un geste qui pourrait peut-être le réhabiliter, redorer son image, ce serait de libérer ces femmes qui n'ont absolument rien à faire. Elle, mais également, vous savez, on en parle depuis des années, ça fait 6 ans, également de Raïf Badawi. Donc de libérer ces prisonniers d'opinion. Et je pense que là, il ferait un geste important. Et là, ce serait vraiment un gage qu'il apporterait, si vous voulez, à la communauté internationale. Il serait peut-être le modernisateur qu'il prétend être ? Oui, parce que pour l'instant, si vous voulez, on parle des ouvertures des salles de cinéma, on parle de ces femmes qui conduisent, mais sachant que quand même, il faut qu'elles obtiennent l'autorisation du tuteur. On parle également qu'elles peuvent créer des entreprises, ça c'est aussi une bonne chose aussi, si vous voulez. Il y en a d'autres. Mais c'est du vernis. Oui, aujourd'hui, il est fragilisé, Mohammed bin Salman. Il a une chose à faire, c'est de libérer donc ces femmes et ces prisonniers d'opinion, dont également Raïf Badawi. Merci beaucoup Clarence Rodriguez d'être venue ce matin sur le plateau de Paris Direct. Je rappelle votre livre Arabie Saoudite 3.0, Parole de la jeunesse saoudienne, paru aux éditions Patrick Bonnier. Belle journée à vous. Éric Bonnier. Éric Bonnier, pardon.